cinéma n'est pas mort. Ça tourne ou ça tourne pas? C'est la fin du cinéma. Monster! Allons-y! Monster! Attends, trop bien. Bonjour, bonjour. Eh bien là, j'ai l'intention de vous parler d'un film que vous pouvez voir dans tous les cinémas. Il s'agit d'un film qui s'intitule Sans filtre. C'est un film de Ruben Östlund que nous connaissons bien puisque nous avons beaucoup aimé, j'espère vous aussi, Snow Therapy, The Square, etc. The Square qui avait eu la Palme d'Or et en 2022, eh bien Ruben Östlund, il est à nouveau venu chercher une Palme d'Or. On l'écoute tout de suite à Cannes. Thank you so much. Merci beaucoup. You know, when we started to make this film, Lorsque nous avons commencé ce film, il y a un groupe de personnes que je vais remercier tout à l'heure, mais en commençant ce film, nous n'avions qu'un but, vraiment essayer de faire un film qui intéresse le public et qui le fasse réfléchir avec provocation. Nous voulions un loisir, nous voulions que le public se pose des questions et nous voulions qu'après la projection, le public ait quelque chose à parler. Je pense que nous étions tous d'accord pour dire que ce qu'il y a d'unique dans ce film et dans le cinéma en général, c'est que nous pouvons voir des films tous ensemble et vraiment s'amuser, vraiment se détendre, vraiment vivre une expérience que l'on souhaitera partager avec autrui ensuite. Et je suis très heureux car nous avons eu une merveilleuse projection ici à Cannes. Je suis très heureux que le jury ait reconnu la qualité de notre film. Voilà, bien écoutez, oui, moi aussi je suis très très contente que le jury ait reconnu la qualité de ce film parce qu'il le vaut bien et je vous le recommande très vivement. Alors je voudrais quand même faire un petit rectificatif pour commencer parce que le titre du film, en réalité le vrai titre du film, c'est Triangle of Sadness ou Triangle de la tristesse. Alors, c'est quoi ce triangle de la tristesse? Eh bien, figurez-vous que c'est cette espèce d'endroit sur le visage, entre le nez et les sourcils. C'est un endroit que les chirurgiens, en général, les chirurgiens, ils mettent du botox, vous voyez, pour supprimer justement les rides de ce triangle de la tristesse. Donc, on peut le comprendre, Ruben Östlund va dénoncer par le rire, par la farce, un monde qui lui fait vieillir son propre triangle facial et la tristesse s'installe. Parce que vous allez voir, c'est un film très drôle, mais quand il dit à Cannes, comme vous venez d'entendre, que ça fait réfléchir, oui, ça fait réfléchir, mais souvent, ça nous rend pas très joyeux quand même de voir comment le monde va, évidemment. Et donc, le réalisateur, donc que je ne vous présente pas, mais vous connaissez ces films que je vous ai déjà cités, Snow Therapy, The Square, il dénonce ici les faiseurs, les mécanismes de faux-semblants, un monde perverti avec des humains qui ne le sont pas moins. Et ici, dans le film, le triangle de tristesse, ce sont les riches, donc ou sans filtre, ce sont les riches qui sont épinglés. Mais pas seulement, c'est tout le genre humain qui est détestable, en lutte permanente pour le pouvoir, et contrairement à ce que ces individus pensent, ils sont asservis au mode, ils se créent eux-mêmes leur empoisonnement. Tout ça est dit dans le film, et effectivement, je reconnais que ça fait réfléchir. La démonstration de Ruben Östlund est explosive. Alors, explosive, eh bien oui, vraiment, avec notamment, ça commence avec des jets de peinture que l'on jette sur les torses nus des phèbes, vous savez, de notre époque, c'est-à-dire des minés qui affolent, comme dit d'ailleurs l'un des influenceurs, il affole les homos, c'est dit dans le film. Hein. Et donc, comme Karl, qui est un jeune garçon que l'on va suivre dans le film, il doit influencer le public. Eh bien, le mot est lancé. On influence et il faut évidemment pour influencer l'attitude qui convient. Alors, si par exemple Karl est habillé de façon à vendre de la marchandise pour les riches ou les pauvres, eh bien il a une attitude différente. C'est-à-dire qu'il va sourire pour les pauvres parce que ça les amuse. Donc ça veut dire que s'il vend du H&M, c'est pour les pauvres, donc il sourit. Et si c'est du Balenciaga pour les riches, alors là on fait la gueule parce que c'est beaucoup mieux, etc., etc. Donc très vite on comprend qu'il va y avoir deux catégories de gens dans le film qui vont s'installer. C'est-à-dire que c'est dans un monde surfait que le réalisateur va
va nous entraîner un monde fabriqué, et à un moment, d'ailleurs, il le dit, Karl, on le présente alors qu'il a pas 30 ans, hein, il a une ride, mais c'est pas grave, on lui dit on va mettre du Botox, vous voyez, le fameux Botox, on est tous complètement, voilà. Et les jets de couleurs dont je voulais vous parler préfigurent les jets de vomi du second chapitre, parce que c'est vrai qu'il y a une séquence, alors évidemment si vous prenez au premier degré, je vais pas aller voir un film parce que tout le monde se vomit dessus, mais en même temps c'est formidable parce que tout le monde tout au fond est à dégobiller. Tout le monde se salit, se crache sur l'autre, et c'est tellement vrai, nous en avons des exemples tous les jours. Mais alors pour essayer de donner un peu le change, vous allez voir une musique, on va écouter une petite musique qui va tout d'un coup nous dynamiser, comme est le film de Ruben Östlund. All these things that we took for granted. We've lost dancing. Alors après ce préambule, évidemment, et cette musique qui n'est pas la totalité de la musique évidemment du film, parce qu'il y a même de la musique classique. Enfin bon, d'ailleurs c'est ce que je trouve intéressant. J'en parlais justement avec Pierre-Jean, c'est que la musique de ce film, vous voyez, elle n'est pas primordiale, c'est-à-dire qu'elle cadre formidablement bien avec le reste, elle n'est pas redondante, mais elle vient pas, vous savez, quand vous sortez d'un film que vous dites la musique est super, bon ça veut dire que le film il l'est certainement un peu moins, quoi. Je veux dire, on va pas au cinéma pour voir de la musique. Bon, voilà, donc tout ça pour vous dire que après le film va s'articuler sur 3 chapitres, et le premier c'est Karl et Yaya. Karl, c'est ce fameux éphèbe jeune garçon, etc. Et Yaya, c'est sa fiancée, sa copine, enfin voilà, 2 tourtereaux qui sont sortis de leur papier glacé, parce qu'elle d'ailleurs elle est intéressante parce que c'est miroir aux alouettes, et ils vont se retrouver, alors là il y a une séquence formidable qui vaut le détour, ils se retrouvent à table tous les deux, et donc là où il y a un vrai problème, c'est au moment où arrive la note, vous savez, l'addition. Alors ça va être un sujet de discussion entre la guerre des sexes, la guerre du fric, qui paie? Ah ben oui, c'est une bonne question, l'homme ou la femme qui gagne beaucoup plus? Alors là, évidemment, c'est compliqué, et je vais vous dire, c'est une discussion qui va durer 107 ans, et c'est très drôle parce que tout le monde connaît des gens qui, et le soir dans le lit, dis donc, c'est toi qui as payé, machin, t'aurais dû, ça continue, c'est génial, et alors avec des clichés extrêmement sexistes, et à la mode, un discours très genré, pour utiliser aussi un mot à la mode, et toujours avec une phrase qui est redondante dans le film, je veux qu'on soit égaux. Ah oui, alors je veux qu'on soit égaux, on s'apercevra que en réalité personne n'a envie d'être égal à l'autre. Non, on est toujours beaucoup mieux forcément. Et d'un moment cette discussion qui continue, mais tu aurais dû payer, tu n'as pas payé, il aurait fallu, etc., etc. Ça se termine dans un taxi, et même le chauffeur s'en mêle et il donne des conseils, et il dit à Karl, mais battez-vous, sinon vous serez son esclave. Eh bien, tout est dit parce que à la fin du film, dans la 3e partie, effectivement, Karl va devenir l'esclave d'une femme, ce qui est quand même évidemment très amusant. Alors là aussi ça préfigure donc, et cette femme de la fin c'est Abigail, et là aussi rapport de sexe et aussi rapport de pouvoir. C'est que Abigail, dans la 2e partie où on est sur un bateau, elle s'occupe des latrines, vous voyez, elle s'occupe des WC, etc., etc. Et quand le bateau va échouer sur une île parce qu'il va être comment dire, explosé par une bande de pirates, enfin voilà, eh bien Abigail qui s'occupait des WC, tout d'un coup, comme elle sait pêcher,
faire le feu, faire cuire, faire de la cuisine, eh bien, elle va devenir le commandant. Et c'est là qu'elle va prendre le pouvoir. Ça veut dire qu'au fond, vous voyez, on n'a pas du tout envie d'être égaux. Ce qui est important, c'est surtout d'être pouvoir et de pouvoir écraser les autres. Voilà. Donc, tout ça est dit dans le film, mais d'une façon très amusante, voilà. Et donc, au couple, en même temps, c'est intéressant parce que le couple qu'il présente de Carl et Yahya, quand on les regarde faire, est-ce qu'il y a de l'amour, ça? Alors là, vous voyez, là aussi, c'est très confus, très diffus. Il manie la manipulation, si je puis dire, constamment, et jusque dans leurs sentiments. Je pense qu'aujourd'hui, même, ils savent même pas, amoureux, ah oui, d'accord, peut-être, je sais pas, ils ne savent pas. Est-ce qu'ils sont réels eux-mêmes? C'est pas sûr qu'ils y croient vraiment, on sait pas. Enfin, tout ça est très très bien fait. Et la deuxième partie, c'est le yacht, enfin, ça s'écrit yacht, hein, le yacht. Alors là, c'est intéressant aussi, parce que d'un point de vue construction, c'est là qu'on s'aperçoit que le réalisateur est très fin. On va passer aussi du calme à la tempête. Comme était ce repas de ce couple au restaurant. Au début, ça se passe bien, ils sont très contents, ils ont bien mangé, c'est super, mais voilà, et après, ça s'envenime, évidemment. Et là, sur le yacht, c'est pareil, c'est très bien, jusqu'au moment où, tout d'un coup, la tempête se lève, et il y a des gags, notamment si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir cette image lisse. On voit ces deux tourtereaux qui sont là sur le pont en train de se faire bronzer. Elle est magnifique, lui aussi. Et puis tout d'un coup, si vous écoutez bien, on la voit, mais pas vraiment, mais c'est surtout, on l'entend, il y a une mouche qui vient les emmerder et qui tourne autour d'eux. C'est absolument incroyable parce que c'est vrai que la mouche, on a plutôt tendance à penser que ça tourne autour de choses un peu sales, quoi, vous voyez. Donc eux qui sont très beaux, la mouche, elle s'y est pas trompée. Elle sent bien qu'il y a quelque chose de très sale chez eux, quoi, voilà, et que ça sent un peu la mort. Bon, voilà. Donc alors en plus de ça, on découvre la manie de l'influenceuse. Elle se fait, et lui, Carl, oui, déjà, on voit bien qu'il est un peu son esclave. Il fait les photos, en long. Alors elle pose, évidemment. Donc ça, y a rien de nouveau. Et en même temps, il est tout à fait d'accord pour prendre des photos d'elle quasiment à poil, enfin dans son maillot de bain, et pour les mettre sur la toile pour influencer. En revanche, à un moment, Yahya, elle regarde un type qui s'occupait de la piscine, qui nettoyait la piscine, un brun avec une espèce de queue de cheval comme ça. Et alors elle le regarde et même elle lui fait un sourire. Alors là, c'est le drame. Et Carl est d'une grande jalousie. Voilà. Donc, et des contradictions comme ça, il y en aura pendant tout le film. Et donc une jalousie d'ailleurs de la part de Carl qui va entraîner la délation. Il va voir les gens du bateau en disant que cet homme se balade torse nu, etc., etc. Et il est renvoyé. Alors là, il est quand même un peu gênant. Et donc ce rapport de force qu'il y a constamment, que nous connaissons tous dans notre vie de tous les jours, eh bien, Ruben Östlund a su parfaitement le montrer. Et le monde, entre parenthèses, le monde du petit personnel qui est géré d'ailleurs par une nommée Paula, qui est capitaine, je crois. Faut voir, là aussi, il a rien inventé. Vous savez, on va se motiver. Alors tous, on est formidable. Alors on s'applaudit, et c'est un ridicule achevé. Mais ça existe. Il a rien inventé. C'est-à-dire, voilà, donc c'est formidable. Et donc, il faut quand même, évidemment, c'est grinçant, hein. C'est pour ça que c'est quand même un monde, ça fait rire, mais nous le vivons. On est dans la réalité. Et donc, en peu de plans bien construits, les humains n'apparaissent pas vraiment dans leurs meilleurs aspects, c'est le moins qu'on puisse dire. Et sur ce bateau, la question qui se pose aussi, y a-t-il un pilote? Ah oui, y a-t-il un pilote dans le bateau? Eh oui, il y a un commandant. Là, c'est très intéressant parce qu'en plus, il est joué par un Américain qui fait ça formidablement bien. Tout d'abord, il n'est pas visible. Il y a juste une voix, il est derrière une porte. On lui parle à travers une porte et apparemment, on entend des bouteilles qui s'entrechoquent, il est ivre-mort. Alors, il ne sortira de sa tanière, si je puis dire, que pour le dîner de gala. Alors là aussi, apparence. Tenue de gala, vous le voyez, il est droit dans ses bottes, en tenue blanche, irréprochable en apparence. Mais, comme je vous disais qu'on parle passe du calme à la tempête, c'est le bateau qui va tanguer sous l'effet d'une tempête. Donc là, dans ce bateau, les portraits des riches dans cette croisière de luxe ne manquent pas de sel. Avec notamment, il y a un richissime qui a fait fortune pendant la perestroïka.
Et il le dit lui-même, je vendais de la merde. Et oui, en effet, il vendait des choses des engrais, enfin, etc. Donc il est très fier de dire que il est richissime, voilà. Et il faut dire, le personnage est très très bien campé. Vous avez aussi une handicapée. Ça, c'est charmant parce qu'elle a perdu le langage et elle est toujours en train de dire la même phrase. Dans les nuages, dans les nuages, dans les nuages. Bon, voilà, elle va se retrouver ensuite sur l'île, seule avec les autres, voilà, dans les nuages. Et l'autre riche, il y a un autre riche, lui aussi, il est formidable parce que il vend des objets, c'est ce qu'il explique, pour faire respecter les démocraties. Formidable, tout le monde est d'accord. Mais vous savez ce que ce sont ces objets? Eh bien, ce sont tout simplement des grenades. Oui, il suffit de flinguer et ça va beaucoup mieux, quoi. Voilà. Et donc, bien, ce qui est très intéressant dans le film aussi, et ça c'est le côté sournois et perfide de Ruben Östlund, c'est-à-dire que dans ce scénario, eh bien, il a vendu des grenades, donc il est devenu effectivement très riche, ce fameux démocrate qui est sur le bateau. Mais un jour, il y a des pirates qui arrivent et il lance quoi? La grenade. Donc c'est un peu boomerang et c'est une grenade qui fait exploser le bateau, qui fait tout exploser et c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent de sortie de leur yacht de luxe, ils se retrouvent complètement paumés sur une plage déserte. Voilà, nous sommes tous égaux, dit la femme du capitaliste russe. Et alors là aussi, elle n'en pense pas un mot, personne n'en pense quoi que ce soit d'ailleurs, et elle met même les gens et même les gens au bas de l'échelle. Enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure avec Abigail qui sera sur la plage et qui voudra jouer les commandants. Elle n'est pas d'accord du tout pour que les gens soient égaux. Et quand elle dit mais moi je suis le commandant, vous verriez les uns et les autres, les fameux riches qui se la pétaient sur le bateau, là par lâcheté, le fait qu'ils soient paumés sur cette île, ils savent rien faire, ni le feu, ni pêcher, ni cuisiner, ils acceptent qu'Abigail soit le chef. Et donc à un moment il y a un plan qui est formidable parce qu'ils ont beau être placés tous en rond sur la grève, ils sont tous isolés individuellement. C'est pas une ronde qu'ils forment. Non, c'est chacun reste des pions à l'intérieur d'une ronde, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc le film va balancer entre les deux mondes, entre deux tempos. On le voit bien avec une série de plats, par exemple pour le dîner au gala, qui sont découverts avec des mélanges très inattendus, comme on fait maintenant. Alors il y a un mélange de viande, de machin, de trucs, de la poudre de perlimpinpin, etc. Très original, très branché. Vous avez notamment une gelée, comme le bateau bouge, vous avez la gelée qui tremble. Enfin, c'est assez dégueulasse d'ailleurs. Mais voilà, c'est ce qu'ils mangent parce que c'est fait très branché. Et à côté de ça, quand ils seront sur la grève, ils seront bien contents de manger, vous voyez, juste un bretzel. Vous voyez ce que c'est? C'est juste un petit truc minuscule. Et en plus de ça, on va le leur donner au compte-gouttes. Voilà. Donc c'est cette espèce de renvoi et de tempo, comme je vous le disais à l'instant, ces deux tempos qui se renvoient l'un à l'autre. C'est un va-et-vient qui est évidemment symbolisé aussi par ce bateau qui va tanguer et aussi par la femme du Russe que je vous ai évoqué. Elle est très intéressante parce que à un moment, tout à fait au début, quand elle est dans son bateau de luxe, elle est là, elle dit « Oh mais écoutez, le petit personnel », parce qu'elle veut être très aimable avec le petit personnel. Alors, mais vous n'avez jamais de vacances, mais ça va pas du tout. Alors elle exige, comme elle a du pognon, elle dit « Mais je paierai ». Elle exige que tous les gens, le petit personnel, puissent se baigner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est un grand toboggan. Et donc tous les gens du personnel donc peuvent les serveurs, les gens de la cuisine, même de la soute, etc., glissent et se retrouvent dans la mer. Enfin tout le monde, c'est joyeux, c'est formidable. Et ce qu'a fait, je reviens sur le va-et-vient, c'est à la fin quand le bateau est vraiment en train de couler. Enfin bon, ça va très mal, la tempête est très forte. Eh bien vous avez cette femme du Russe, je crois qu'elle s'appelle Ava ou Anna, je ne sais plus exactement. Elle est par terre dans les WC. Et elle glisse justement d'un côté comme de l'autre. Elle, en plus de ça, elle est habillée avec un maillot de bain un juste au corps qui a la couleur de sa peau, c'est-à-dire on ne sait pas si elle est nue ou pas. Elle est couleur aussi d'excréments dans lequel elle glisse et elle passe. Voilà. Donc je reconnais que le trait est très rude, voire féroce. C'est le choix du réalisateur. C'est comme ça qu'il fait, c'est-à-dire on veut frapper les esprits évidemment. Et donc cette espèce de temps comme ça qui passe d'un côté de l'autre. Voilà. Et elle finira sur la grève, mais échouée, morte. Mais le mari
mari viendra. Alors il pleure, mais enfin en même temps, il en profite quand même pour récupérer tous les bijoux qu'elle a. Voilà. Donc vous voyez, on reste quand même. Voilà, on peut pleurer la mort de sa femme, mais enfin, il faut quand même récupérer les bijoux. Voilà. Donc tout ça évidemment est terrible, mais c'est tellement vrai que vous voyez, ça dépasse, ça devient surréaliste parce qu'on est dans un réalisme excessif et qu'il l'a tourné évidemment d'une façon un peu fantastique. Il y a quand même une séquence d'anthologie, c'était le dîner, juste avant que la tempête se lève, et c'est une joute intello surfaite comme on en entend souvent dans des dîners. Ah, vous avez le commandant qui est donc un marxiste américain, et vous avez le riche, le gros riche qui vend de la merde, comme il a l'habitude de dire, qui est un capitaliste russe, voilà, et il se lance des citations à la figure, voilà, et donc ils sont ridicules, mais sans se forcer, c'est formidable, je vous assure que ça aussi, ça vaut le détour. Et à la fin du film, elle est aussi pleine d'enseignements. Parce que Yaya, donc cette jeune fiancée de Karl, et Abigail, cette femme qui s'occupait des latrines dans le bateau, elles partent tout d'un coup en excursion dans l'île. Alors il faut savoir que Abigail, qui est donc devenue le commandant sur l'île, elle veut le rester, et donc elle dit, elle veut bien, parce qu'elle est dans une espèce de bathyscaphe, c'est la seule qui est, d'ailleurs on dirait presque un utérus rouge, on sait pas pourquoi ce bateau, cette espèce de chose comme ça a échoué sur la plage. C'est pour vous dire qu'on n'est pas dans le réalisme le plus total, on est dans l'excès évidemment de la sublimation du réalisme, voilà. Et donc tous les soirs, ou même quasiment, peut-être même dans la journée, quand ça lui prend, elle siffle et elle demande à Karl de venir lui tenir compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc tout le monde se marre, il y a quand même des séquences, je vois qu'on entend siffler. On sait qu'il doit y aller parce que en retour, elle donne ces fameux bretzels qu'il peut distribuer aux gens, vous voyez. Donc tout le monde est complice et tout le monde est d'accord, évidemment. Et donc tout ça pour dire que quand même Yaya, elle accepte, puisque ça lui permet de manger des bretzels. Mais bon, ça lui fait mal. Et à un moment, Abigail, qui est véritablement le commandant, elle décide de partir, de faire une excursion dans l'île, et elle part avec Yaya. Alors, on se dit quand même, Karl, il les laisse partir. Vous voyez, la lâcheté un peu de Karl. Et on peut se douter, nous qui ne sommes pas très malins, on peut se dire quand même qu'il va y avoir du grabuge. Bon, donc voilà, alors on les voit toutes les deux qui passent quelques épreuves, c'est très compliqué, l'île est très rocheuse, on s'aperçoit qu'Abigail, qui est beaucoup plus âgée que Yaya, elle a du mal à suivre, et puis on les retrouve sur la plage de Galets, il y a une falaise, et là, dans la falaise, un point lumineux s'ouvre, c'est un ascenseur qui monte dans un hôtel de luxe. En effet, au-dessus, vous voyez, là où ils se sont échoués, eux, en bas, en haut, il y a un hôtel de luxe. Évidemment, inutile de dire qu'on est dans la métaphore, etc., etc. Et la séquence entre les deux femmes est extrêmement bien montée parce que Yaya, elle aimerait aller dans ce point de lumière. Mais Abigail va prétexter qu'elle a envie d'aller faire pipi. Alors bon, Yaya dit « Ok, très bien ». Donc on la voit, elle s'éloigne un peu, elle est accroupie, et Yaya, elle s'assoit sur la plage, très beau plan général, où elle est assise de dos, elle attend patiemment, voilà. Et puis, en revanche, quand on est sur le plan où on découvre Abigail, elle porte quelque chose dans son dos, et on va découvrir qu'elle revient doucement, calmement, et elle lève ce qu'elle a dans les mains, c'est un énorme pavé. Et on sent bien que son objectif, c'est d'aller écraser la tête de Yaya. Mais, au moment où c'est filmé avec une série de gros plans, vous avez Yaya qui dit Abigail, elle l'appelle. Alors là, c'est très très bien fait parce que dans le regard de la comédienne, qui tient le rôle d'Abigail, c'est quand même difficile, quoi. Yaya m'appelle Abigail. Il y a juste un moment de doute. Voilà. Mais, et ça, c'est le grand drame de Yaya, de Yaya, notre influenceuse. Elle commet une erreur parce que elle lui dit écoute, je te promets, si on s'en tire, je te prendrai comme mon assistante. Ah, et oui, c'était le mot qu'il ne fallait pas dire parce qu'Abigail est tous égaux. Ah non, Abigail sur la plage, elle est le commandant. C'est elle qui est le chef.
Elle n'a pas envie du tout, en passant dans la lumière et remontant chez les gens friqués, redevenir l'assistante. Ah non. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là où il y a tout le génie du réalisateur. L'image se coupe. On coupe. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors c'est à vous de terminer le film, de terminer en tout cas cette séquence. Est-ce qu'elle va écraser la tête de Yahya ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas. Enfin, bon, voilà, chacun a son idée, je ne veux pas vous influencer. Et donc, ça me paraît tout à fait intéressant, c'est-à-dire que le réalisateur, il est pas du tout manichéen, il est pas du tout en train de vous dire ce qu'il aurait fallu faire, etc., etc. Non, c'est vous qui le faites, voilà. Et le réalisateur utilise souvent ce procédé. C'était la même chose quand il y a eu le casting à un moment avec, comment il s'appelle, Karl, torse nu. Bon, il était en train de montrer, parce qu'il devait commenter, enfin, je sais pas, peu importe, pour voir si on allait le prendre pour faire un défilé de mode. Juste après lui arrive un noir, un très beau noir, vraiment bien campé, mais tout d'un coup, on entend une question. Alors, vous pouvez marcher, et clac, ça coupe. C'est-à-dire, là aussi, il y aura pas de réponse, on sait pas, parce que c'était d'autant plus intéressant que c'est le seul noir de la bande, donc est-ce qu'il va être pris ou pas, vous voyez, donc, on laisse le doute. Voilà, tout ça est très très fin, quoi, voilà. C'est toujours le spectateur qui doit terminer le scénario. Et, alors, en revanche, après cette séquence, donc, qui coupe, au moment où on ne sait pas si Abigail va fracasser le crâne de Yahya, le dernier plan, et c'est le dernier plan du film, on voit Karl, qui là s'est décidé, semble-t-il, et il court au milieu de la forêt, des arbres, etc. Il court, et il est mélangé aux arbres, enfin, etc., etc. Il est essoufflé, il a enfin pensé que peut-être il fallait aller voir ce qui allait se passer, et donc là aussi, ça finit comme ça, on ne saura jamais. Il a quand même compris qu'un drame se prépare, c'est déjà pas mal, mais à mon avis, est-ce qu'il arrivera trop tard, avant, on ne sait pas. Et au fond, j'ai envie de dire que ce personnage, mais ça c'est une interprétation à moi, je me dis que c'est quand même un peu l'image aussi de Ruben Östlund, c'est-à-dire il court. Et Ruben Östlund, il veut nous montrer, il nous fait des films, comme il le disait, qui fracassent, mais qui fracassent pour pour que nos esprits réagissent et qu'on voit dans quel monde nous vivons. C'est-à-dire, il dénonce la mort annoncée d'une civilisation contemporaine où les beaux principes d'égalité, vous savez, de fraternité, liberté, sont dilués dans l'art d'exister avec des névroses. On est tous des grands névrosés. Donc, Ruben Östlund le fait avec un savoir-faire certain, très original, très osé, audacieux, et c'est formidable, c'est ce qu'on demande au cinéma, évidemment. On n'est pas dans le réalisme, et ça va bien au-delà du réalisme. Le réalisme ne nous fait pas réfléchir, on s'en fout. En revanche, le réalisme qui est tout d'un coup fantastique, là, tout d'un coup, ça vient titiller notre cerveau, et voilà, c'est-à-dire que, alors, la question qui se pose, puisque quand même, je reviens au titre, ce fameux triangle de tristesse, est-ce qu'on va arriver à le botoxer? Ah, voilà une bonne question. En tout cas, on soigne, on colmate, mais est-ce qu'on arrive vraiment à enlever toute cette tristesse qui nous inonde? Ah, ça c'est la vraie question, et je vous laisse y réfléchir et nous écoutons la bande-annonce. Who looks paid for the tickets? Not bad, huh? She's an influencer. Not bad. Yeah. So what do you do? I sell shit. The success of a luxury cruise, it mainly depends on you. Enjoy the moment. It's always, yes sir, yes ma'am. No. What? Everyone's equal. Thomas, when you're able to hold the captain's dinner. A toast to love. I'm not a fan of fine dining. Darius, he doesn't look well. The ship is going under. Russian capitalist and an American communist. Huh? On a $250 million luxury yacht. Stay focused. We have to create a good group. Yeah.
You're the toilet manager. No. Here. Captain. Voilà, donc vous avez entendu la bande-annonce. Effectivement, il y a beaucoup d'autres choses encore à dire sur ce film, mais enfin, je vous laisse découvrir, parce que ça, je vous le recommande très vivement. Il faut y aller, parce que c'est quand même un bonheur absolu de voir que les réalisations peuvent être faites par des gens intelligents et qui osent, quoi. Voilà, donc il faut oser dans la vie, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, écoutez, sur ces paroles musclées révolutionnaires, je vous adresse une bonne semaine, et puis je vous souhaite une bonne semaine, et donc nous nous revoyons la semaine prochaine.